Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du roman Les âmes mortes, écrit par Nicolas Gogol. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 2 de la deuxième partie. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction et d'aller directement à la lecture. Sachant qu'aujourd'hui c'est un petit peu spécial, j'ai décidé d'appliquer des horaires inhabituels pour mes lives, puisque les lives de lecture, je pense que ça fait depuis le début que je les fais en soirée. Je pense que j'ai jamais fait un live de lecture comme ça en plein après-midi. Et puis bah, surtout, je l'ai un peu lancé à l'arrache, parce que en ce moment, vu que le moral n'y est pas toujours, et que c'est difficile pour moi d'être régulier sur les lives, je me suis dit, ok, t'as la motivation de le faire là maintenant, alors fais-le, te pose pas de questions. Donc voilà, c'est pourquoi vous me voyez débarquer comme ça à 13h36 en live, un jeudi après-midi, sur de la lecture. C'est inhabituel, mais écoutez, je fais les choses comme elles me viennent, comme je le sens. Pour me dire, quand même, t'as pas rien foutu de la semaine. Enfin ouais, j'exagère, mais bon, il y a un peu ça quoi. Et puis ouais, je me sentais bien de le faire là, sachant que le live d'aujourd'hui du coup va être assez court, étant donné que le chapitre 2 de la deuxième partie ne fait que 10 pages, il me semble. C'est à peu près ça, ouais voilà. 11 pages, donc ça va être un live très très court, et du coup, je pense que je vais faire une introduction très très courte également, parce que j'ai pas envie qu'il y ait plus de blabla que de lecture, ça serait dommage je trouve. Donc voilà, je vais essayer de speeder et d'aller directement dans la lecture, sachant que peut-être que je ferai le chapitre 3 dès demain à 21h. Je suis pas encore sûr de moi. En général, j'aime bien laisser un jour de décalage avec YouTube de façon à ce que les gens qui veulent suivre en live aient le temps d'avoir rattrapé. Mais vu que là la lecture dure 10 minutes, je me dis il y a moyen que je la mette sur YouTube demain après, mais que je live demain soir. Ou bien peut-être que je ferai la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je ferai un live quand ça me chante, entre guillemets, quand je le sens. Et à ce moment-là, peut-être que ça arrivera genre samedi dans l'après-midi, samedi soir, j'en sais rien. En tout cas, vraiment, pour au moins encore quelques temps, le temps que je retrouve mon rythme, le temps que je me remette dans une routine plus équilibrée. Prenez pour acquis que les horaires de stream sont complètement aléatoires, et ne vous fiez plus aux habitudes que vous pouviez avoir sur ma chaîne. Ne vous fiez plus à ce programme de tous les mardis, tous les vendredis 21h, un live de lecture. Pour quelques temps, je vais vraiment faire quand je peux, comme je peux. Voilà, voilà, vous êtes prévenus. Et du coup, bonjour Athanase, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Je voulais également remercier Sébastien, Matt et La Vaisselle. Ça m'a fait trop rire ce pseudo, La Vaisselle, mais bref. Pour vos follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. D'ailleurs, je voulais remercier aussi d'autres personnes, parce que c'est vrai que en off, enfin en off, sur les commentaires YouTube en fait, j'ai eu des commentaires super gentils ces temps-ci aussi, hyper agréables. Et puis je vois que bah, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit même sur Discord ou les réseaux globalement, vous êtes vraiment encore une fois super bienveillants avec moi, super gentils pour mon retour, super compréhensif. Donc bah, juste encore une fois, je vous adresse mille merci, ça fait super plaisir, et ça fait chaud au cœur vraiment. Et ça permet de, voilà, de se remettre un peu plus sereinement dans les streams sans me sentir trop coupable. Enfin, voilà. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, et à passer bien entendu un agréable moment en ma compagnie. Santé. Alors, je tourne à l'eau, et je me suis lavé les dents il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ça va pas avoir un effet trop astringent, et que je vais pas trop galérer à faire la lecture aujourd'hui. Je sais, enfin voilà, après ces années d'expérience, n'est-ce pas, à faire des lives de lecture à voix haute, je sais précisément plein de petits éléments qui font que je vais faire une lecture de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. Je vous avoue que tous les éléments ne sont pas réunis, étant donné que je viens de me laver les dents, étant donné que je vais boire de l'eau pendant le stream. Ça, c'est deux points négatifs pour la lecture. Mais je vais quand même donner mon meilleur, et
il y a de fortes chances que ça se passe très bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va tout faire pour que ça se passe très bien. Bref, trêve de bavardage, je te souhaite une bonne écoute Athanas, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On est d'ores et déjà parti pour rejoindre notre cher Tchitchikov puisque je pense que le chapitre 2 va faire la suite directe du chapitre 1, bien que je rappelle que nous lisons actuellement des fragments publiés de façon posthume, donc qui n'ont pas encore été finis, qui n'ont pas encore été fignolés par l'auteur et qui ne le seront jamais. Donc voilà, il risque quand même d'y avoir des choses un petit peu disparates, mais a priori, là, de ce que je vois brièvement, ça a l'air d'être la suite directe. Donc on avait fait la rencontre du personnage de Tentietnikov, pardon, qu'on avait pour le moment laissé sur le côté, puisque Tchitchikov allait rendre visite à son voisin, il me semble, avec qui Tentietnikov ne s'entendait pas très bien, mais avec qui Tchitchikov va essayer de renouer lien ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a une entourloupe dans le truc. Bref, coucou Cora, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et merci à Tanaz également. Merci à toutes et à tous, on est tipar. Hop, et hop, on est parti. À tout à l'heure dans quelques toutes petites minutes pour la fin de ce live. Voilà, je reprécise d'avance, ça va être un live microscopique. À tout à l'heure. Chapitre 2. Les chevaux étaient excellents. En un peu plus d'une demi-heure, Tchitchikov franchit les diverses qui séparaient les deux domaines. Après avoir traversé la chaînée, puis des labours où les blés commençaient à verdoyer, la voiture suivit une route en corniche d'où s'ouvraient à chaque instant de nouveaux horizons, et, par une large allée de tilleuls au feuillage encore rare, gagna le cœur même de la propriété du général. Aux tilleuls succédèrent des peupliers protégés dans le bas de leur fût par des gabions d'osier tressés. L'allée tournait à droite pour aboutir à un portail en fer forgé, au travers duquel on apercevait, reposant sur 8 colonnes corinthiennes, le fronton richement sculpté du château. Une odeur de peinture témoignait qu'ici on ne laissait rien vieillir. Pour la propreté, la cour ressemblait à un parquet. Tchitchikov descendit de voiture avec déférence, se fit annoncer, et fut introduit dans le cabinet du général dont l'aspect majestueux le frappa. Betritchev portait une robe de chambre de satin piqué, d'une magnifique couleur pourpre. Le regard franc, le visage viril, des moustaches et de grands favoris grisonnants, la nuque rasée sous les cheveux en brosse, le cou épais par derrière, un de ces coups que l'on appelle à triple étage avec un pli au milieu. Bref, un de ces généraux dont fut si riche le fameux an 12. Comme beaucoup d'entre nous, le général Betritchev alliait une foule de qualités à une masse de défauts. Les uns et les autres foisonnaient en lui dans un désordre pittoresque. Au moment décisif, de la magnanimité, de la bravoure, une générosité sans bornes, une intelligence pénétrante. Joints à cela, des caprices, de l'amour-propre, et des susceptibilités auxquelles aucun russe n'échappe lorsqu'il est désœuvré. Il n'aimait pas tous ceux qui l'avaient dépassé dans le service, et s'exprimait sur leur compte d'une façon acerbe, en épigrammes mordantes. Il en voulait surtout à un ancien camarade qu'il estimait inférieur à lui en intelligence et en capacité, mais qui pourtant l'avait distancé, et était déjà gouverneur général de 2 provinces, celle précisément où étaient situées les propriétés de Betritchev, lequel se trouvait, pour ainsi dire, sous sa dépendance. En revanche, il l'attaquait à tout propos, incriminait ses ordonnances, et voyait dans tous ses actes le comble de la déraison. Tout en lui était bizarre, à commencer par l'instruction dont il était pourtant un zélé défenseur. Il aimait l'encens, l'éclat. Il aimait également connaître ce que les autres ignoraient, et n'aimait pas ceux qui connaissaient les choses ignorées de lui. Bref, il faisait volontiers parade de son intelligence. Ayant reçu une éducation à moitié étrangère, il voulait jouer en même temps le rôle d'un grand seigneur russe. On comprend qu'avec un caractère aussi inégal, des contrastes aussi flagrants, il avait éprouvé dans sa carrière maintes contrariétés, à la suite desquelles il démissionna, rendant responsable de ses déboires une coterie hostile, sans avoir la franchise de s'accuser lui-même de quoi que ce fût. Dans sa retraite, il avait conservé le même maintien uniformément majestueux, qu'il portât l'habit, la redingote ou la robe de chambre. De la voix jusqu'au moindre geste, tout en lui était
était autoritaire, impérieux, inspirait aux inférieurs, sinon la déférence, du moins la timidité. Tchitchikov éprouva l'une et l'autre. La tête respectueusement inclinée, les bras écartés, comme s'il s'apprêtait à soulever un plateau chargé de tasses, il fit un plongeon des plus réussis et proféra plein de respect pour les braves qui ont sauvé la patrie sur les champs de bataille. Je me suis fait un devoir de me présenter à votre Excellence. Ce préambule ne parut point déplaire au général. Après une inclination de tête des plus bienveillantes, il dit « Enchanté de faire votre connaissance. Veuillez vous asseoir. Où avez-vous servi ?»« J'ai commencé ma carrière dans les finances, » répondit Tchitchikov en s'asseyant dans un fauteuil non au milieu mais en travers, le bras appuyé sur celui du fauteuil. Elle s'est poursuivie en divers endroits, dans les tribunaux, les douanes, voire dans une commission de bâtiments. Ma vie, Excellence, peut se comparer à un navire ballotté sur les vagues. Je suis emmailloté, cuirassé de patience. Je suis, pour ainsi dire, l'incarnation de la patience. Quant aux ennemis qui ont attenté à ma vie, ni les paroles, ni les couleurs, ni même le pinceau, ne sauraient en donner une idée, de sorte qu'au déclin de mes jours, je cherche seulement un coin où passer ceux qui me restent à vivre. Je séjourne pour le moment chez un proche voisin de votre Excellence. Qui donc? Tentietnikov. Le général se rembrunit. Il regrette fort de n'avoir pas témoigné la déférence due à quoi? Au mérite de votre Excellence. Il ne trouve pas de mots. Si je pouvais seulement d'une façon quelconque, dit-il, car je sais apprécier les héros qui ont sauvé la patrie. De grâce, je ne suis pas fâché, dit le général radouci. Au fond, je l'aimais sincèrement et suis sûr qu'avec le temps il deviendra un homme fort utile. Vous avez parfaitement raison, Excellence. Un homme des plus utiles. Il a le don de la parole et sait tenir une plume. Il écrit sans doute des balivernes, des vers quelconques. Non pas, Excellence, quelque chose de sérieux. Il écrit l'histoire. Quelle histoire? L'histoire? Tchitchikov s'arrêta, et, soit parce qu'il avait devant lui un général, soit pour donner plus d'importance à la chose, ajouta l'histoire des généraux, Excellence. Quels généraux? Les généraux pris dans leur ensemble, c'est-à-dire à proprement parler, l'histoire de nos généraux. Tchitchikov s'enferra, faillit cracher de dépit et se dit in petto, tu radotes, mon ami. Permettez, je ne comprends pas bien. Est-ce l'histoire d'une époque ou des biographies séparées? S'agit-il de tous les généraux russes ou seulement de ceux qui ont pris part à la campagne de 1812? Justement, ceux de 1812, Excellence. Ce disant, il songeait, on me tuerait que je n'y comprendrais rien. Alors, pourquoi ne vient-il pas me voir? Je pourrais lui communiquer des documents fort curieux. Il n'ose pas, Excellence. Quelle bêtise! Pour un mot futile qui a été prononcé entre nous. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Je serais même disposé à lui rendre visite. Il ne se laissera pas devancer, dit Tchitchikov, qui avait recouvré son assurance et songeait. Hé hé, les généraux sont venus à propos. Et moi qui ne songeais qu'à amuser le tapis. On entendit un frôlement dans le cabinet. La porte en noyer d'une armoire sculptée s'ouvrit, et la main sur le bouton de cuivre, une figure vivante se dressa dans l'encadrement. Si dans la pièce sombre, un tableau lumineux avait brusquement surgi, la soudaineté de son apparition eût moins frappé que cette figure. On voyait qu'elle était venue dire quelque chose, mais que la présence d'un inconnu la retenait. Un rayon de soleil parut entrer en même temps qu'elle et dérider le morose cabinet du général. Impossible de deviner son pays d'origine, impossible de trouver nulle part, sauf peut-être sur les anciens camées, un profil aussi pur, aussi noble. Droite et légère comme une flèche, elle paraissait dominer tout le monde de sa taille. L'harmonie parfaite de toutes les parties de son corps produisait cette illusion. Sa robe lui allait comme si les meilleures couturières se fussent concertées au sujet de sa toilette. Autre illusion. En 2 ou 3 endroits, semblait-il, l'aiguille avait assemblé un coupon d'étoffe unie, et il s'était disposé autour d'elle avec une élégance telle, si on l'avait peinte en compagnie de demoiselles mises à la dernière mode, celles-ci eussent paru fagotées en comparaison d'elle. Et si on l'avait sculptée dans le marbre avec tous les plis de cette robe qui la moulait, on eût crié au chef-d'œuvre. Un seul défaut. Elle était par trop mince et maigre. Je vous présente mon enfant gâté, dit le général en s'adressant à Tchitchikov. Pardon, j'ignore encore vos prénoms.
Vaut-il la peine de connaître les prénoms d'un homme qui ne s'est pas signalé par ses vertus dit modestement Tchitchikov. Pourtant, il faut les savoir. Pavel Ivanovitch, Excellence, dit Tchitchikov, en s'inclinant avec une aisance presque militaire et en reculant avec la légèreté d'une balle de caoutchouc. Oulenka, dit le général, Pavel Ivanovitch vient de m'apprendre une nouvelle fort intéressante. Notre voisin, Tentientnikov, n'est pas du tout aussi sot que nous le pensions. Il travaille à un ouvrage assez important, l'histoire des généraux de 1812. Qui donc le jugeait sot proféra-t-elle rapidement. Tout au plus, Vichnepokromov, ce nul et vil individu en qui tu as confiance. Nul soit, vil, non, dit le général. Non seulement nul, mais lâche et abject. Quiconque a fait tort à ses frères et chassé sa sœur de la maison paternelle est un être abject. Racontard que tout cela. On ne raconte pas pour rien de telles choses. Je ne comprends pas, père, comment, doué d'un si bon cœur et d'une âme si haute, tu peux recevoir un homme qui t'est si inférieur et dont tu connais la méchanceté. Vous voyez, dit le général en souriant à Tchitchikov, nous discutons toujours ainsi. Et se tournant vers sa fille, il poursuivit. Voyons, ma chérie, je ne puis pourtant pas le mettre à la porte. Soit, mais pourquoi lui témoigner tant d'attention? Pourquoi l'aimer? Ici Tchitchikov jugea opportun de placer un mot. Tous les êtres veulent être aimés, mademoiselle. L'animal lui-même aime les caresses. À travers les barreaux de l'étable, il tend son museau pour qu'on le caresse. Le général se mit à rire. C'est bien ça. Il tend son museau pour qu'on le caresse. Ah, il a tout le mufle, tout le corps barbouillé de boue, mais réclame aussi, comme on dit, un encouragement. Un gros rire secoua le buste du général. Ses épaules, qui avaient jadis porté de lourdes épaulettes, s'agitèrent comme si elles en portaient encore. Tchitchikov eut aussi un accès d'hilarité, mais par déférence pour le général, il l'exhala sur la lettre E. Son buste fut également secoué par le rire, mais ses épaules, qui n'avaient jamais porté de lourdes épaulettes, ne s'agitèrent point. L'animal pille, vole à pleine main le trésor, et par-dessus le marché demande une récompense. Il me faut un encouragement, dit-il. Toute peine mérite salaire. Avez-vous jamais entendu parler, Excellence, de ce que signifie aime-nous le menton broussailleux, on saura bien nous aimer la ponette dit Tchitchikov en s'adressant au général avec un sourire fripon. Non, je ne suis pas au courant. Une savoureuse anecdote, Excellence, dans le domaine du prince Alors, Goug... Goukzovski, excusez-moi pour la prononciation, que votre Excellence connaît sans doute. Connaît pas. Figurez-vous, Excellence, que le régisseur, un jeune Allemand, devait, à l'occasion de la présentation des recrues et d'autres affaires, se rendre en ville, fréquenter les gens en place et, comme de juste, leur graisser la patte. Tchitchikov, clignant de l'œil, eut une mimique expressive. Eux aussi d'ailleurs leur régalaient, de sorte qu'une fois, dînant en leur compagnie, il leur dit « Eh bien, messieurs, il faudra venir me voir un jour chez le prince. » Entendu, répliquèrent-ils. Peu après, le tribunal dut enquêter sur place, au sujet d'une affaire survenue sur les terres du comte Triokmetiev, que votre Excellence connaît certainement. Ne connaît pas. Au lieu d'enquêter, ils mirent le cap sur la maison de l'économe, et durant 3 jours et 3 nuits, jouèrent aux cartes sans désemparer. Le samovar et le saladier de punch ne quittaient pas la table. Le vieil économe du comte en avait par-dessus la tête. Pour se débarrasser d'eux, il leur dit « Allez donc, messieurs, rendre visite au régisseur du prince. Il habite tout près d'ici, et vous attend. En effet, il nous a même invités. » Incontinent, la troupe, ensommeillée et point rasé, remonte en télègue et se rend chez l'Allemand. Or, celui-ci, Excellence, venait de se marier. Il avait épousé une jeune demoiselle récemment sortie de pension, toute mignonne, toute subtile. Tchitchikov mima sur son visage la subtilité. Se trouvant, pour ainsi dire, en pleine lune de miel, ils étaient en train de prendre le thé, comme deux agneaux. Soudain, la porte s'ouvre, la bande fait irruption. Il devait avoir bonne mine, dit le général en riant. L'Allemand fut si surpris, Excellence, qu'il perdit la tête. Il s'avance et leur dit « Que désirez-vous » ?»« Ah, c'est comme ça ? Changement de décor, autre façon, autre propos. Venons au fait. Combien d'eau-de-vie distille-t-on dans le domaine? Montre les livres. » L'autre voulut tergiverser. Mais il fut bel et bien arrêté, ligoté, emmené en ville, où il passa 18 mois en prison. Ah bah, dit le général. Oulenka joignit les mains. Sa femme fit des démarches, Excellence. Mais que peut une jeune femme qui n'a pas encore été éprouvée, pour ainsi dire, au creuset de l'expérience?
Par bonheur, il se trouva des gens de bien, qui conseillèrent un arrangement à l'amiable. L'Allemand s'en tira avec 2000 roubles et une invitation à dîner. Pendant le repas, alors que tous, y compris l'amphitryon, étaient déjà éméchés, ils lui dirent « Tu vois, nous te dégoûtions. Tu aurais voulu nous voir rasés. Non, aime-nous le menton broussailleux. On saura bien nous aimer la peaunette. » Le général éclata de rire. Le noble et charmant visage de la jeune fille prit une expression douloureuse. « Ah, papa, je ne comprends pas que tu puisses rire. Ces actes malhonnêtes ne m'inspirent que de la tristesse. Quand je vois la tromperie s'exercer ouvertement aux yeux de tous, sans que ces gens soient châtiés par le mépris public, je ne sais ce que je ressens. Je m'irrite et deviens même méchante. » Elle faillit pleurer. « Seulement, je t'en prie, ne te fâche pas contre nous, dit le général. Nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas? Demanda-t-il à Tchitchikov. Embrasse-moi et retire-toi. Je vais m'habiller pour le dîner. Tu dînes chez moi, j'espère, dit-il à Tchitchikov en le regardant dans le blanc des yeux. Je ne sais vraiment, Excellence. Trêve de cérémonie. Je puis encore, Dieu merci, offrir la soupe et le bœuf. Les bras écartés, Tchitchikov inclina la tête avec une respectueuse gratitude, de sorte que pour un instant, il perdit de vue tous les objets de la pièce, n'apercevant plus que le bout de ses bottines. Lorsque, après un moment passé dans cette posture déférente, il se redressa, Oulenka avait disparu. À sa place se tenait un gigantesque valet de chambre, le visage orné de favoris et d'épaisses moustaches, une cuvette d'argent et un pot à eau aux mains. « Tu permets que je m'habille en ta présence. Votre Excellence peut non seulement s'habiller, mais faire devant moi tout ce qui lui plaira. » Baissant d'une main sa robe de chambre et retroussant ses manches de chemise sur ses bras vigoureux, le général commença à se débarbouiller, en s'ébrouant comme un canard. L'eau et le savon giclaient de tous côtés. « Comment est-ce donc » dit-il en se frottant le cou. « Aime-nous la peaunette ?»« Le menton broussailleux, Excellence. »« Aime-nous le menton broussailleux, on saura bien nous aimer la peaunette, c'est parfait. On aime en effet être encouragé. On veut des caresses, car sans encouragement, on ne saurait voler. Ha 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 !» Tchitchikov était dans un état d'esprit difficile à décrire. Soudain, il eut une inspiration. Le général est un bon vivant. Essayons, se dit-il. Et voyant que le valet de chambre à la cuvette était sorti, il s'écria « Excellence, comme vous êtes bienveillant pour tout le monde, je me permets de vous demander un grand service. »« Lequel ?»« J'ai un vieil oncle valétudinaire qui possède 300 âmes et 2000 hectares. Je suis son unique héritier, et bien que sa décrépitude l'empêche de gérer le domaine, il ne me le transmet pas. Il allègue, figurez-vous, une raison fort bizarre. Je ne connais pas mon neveu, dit-il, c'est peut-être un dissipateur. Qu'il me prouve son sérieux en acquérant d'abord lui-même 300 âmes, alors je lui céderai les 300 miennes. »« Mais alors, c'est un parfait imbécile, » demanda le général. « Ce ne serait encore rien, mais il y a autre chose. Voyez ma situation, Excellence. Le vieux est pourvu d'une gouvernante, et celle-ci a des enfants. Je crains que tout leur reste. Le vieil imbécile a perdu l'esprit. Seulement, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile, dit le général en posant sur Tchitchikov un regard surpris. Voici ce que je pensais. Si votre Excellence me cédait, comme si elles étaient vivantes, toutes les âmes mortes de son domaine, en rédigeant un contrat en bonne et due forme, je présenterais ce contrat au vieux et il ferait de moi son héritier. Le général éclata de rire, comme jamais peut-être homme avant lui. Tel qu'il était, il s'affala dans un fauteuil, la tête rejetée en arrière, et faillit s'engouer. Toute la maison fut en émoi. Le valet de chambre se présenta. La jeune fille accourut effrayée. « Père, qu'est-il arrivé ?» dit-elle apeurée, perplexe, en l'interrogeant des yeux. Le général fut longtemps sans pouvoir proférer un son. « Ce n'est rien, mon ami. Retire-toi, nous viendrons dîner tout à l'heure. Sois tranquille. Ha 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 !» Et le rire du général, comprimé à plusieurs reprises, retentit avec une nouvelle force de l'antichambre à la dernière pièce. Tchitchikov était inquiet. « L'oncle, comme il va être attrapé, ha ha ha, il recevra des morts au lieu de vivants, ha ha !» Le voilà reparti, songea Tchitchikov. Comme il est impressionnable, pourvu qu'il ne se rompe pas quelque chose. Le général riait de plus belle. « Quel âne! A-t-on idée d'une pareille exigence? Qu'il commence par acquérir de lui-même avec rien 300 âmes, alors je lui en donnerai 300 autres, mais c'est un âne !»« Un âne, Excellence. »« Et ton truc de colloquer au vieux des âmes mortes? Ha ha! Ah, je donnerai Dieu sait quoi pour me trouver là quand tu lui présenteras le contrat. Est-il très âgé? 80 ans. Mais il doit être encore vert pour garder près de lui une gouvernante.
Que non, Excellence, du sable qui s'effrite. Quel idiot! Car c'est un idiot, n'est-ce pas? Un idiot, Excellence. Mais il se déplace? Va en société? Tient encore sur ses jambes? Oui, mais avec difficulté. Quel idiot! Mais il est robuste néanmoins. A-t-il encore des dents? Il ne lui en reste que deux. Quel âne! Ne te fâche pas, mon cher. Bien qu'il soit ton oncle, bien qu'il soit ton oncle, c'est un âne. Un âne, Excellence. Comme parent, il m'est dur de le reconnaître. Mais la vérité avant tout. Tchitchikov mentait. Il ne lui était nullement pénible de le reconnaître, d'autant plus qu'il n'avait sans doute jamais eu d'oncle. Alors, Excellence, cédez-moi les âmes mortes. Pour une telle invention, je te les donnerais avec la terre et les habitations. Prends tout le cimetière. Le vieux. Quelle attrape pour l'oncle. Et le rire du général résonna de nouveau à travers l'appartement. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Sauf qu'on est en plein après-midi. Nous passons à l'outro. Bon, je suis content. Je suis content d'avoir fait ce live cet après-midi, malgré les conditions un petit peu particulières, malgré que je vienne de me laver les dents et que je boive de l'eau, ce qui n'est pas bon pour la qualité de ma lecture. Je suis content de l'avoir fait, parce que c'était un petit chapitre de 10 pages, tout tranquille. Il est bien passé, je trouve qu'il est assez marrant. Encore une fois, Tchitchikov arrive à faire des entourloupes pour amener tout le monde à ses dessins. Là, il a réussi à la fois à lui faire croire que le voisin du général, donc Tentientnikov, était intéressé par lui et par sa rencontre et ainsi de suite. Donc il est déjà en train de jouer quelque chose, il est déjà en train de jouer le prochain coup quelque part. Et à la fois, il arrive à lui soustraire, j'ai envie de dire presque, 300 âmes mortes. Donc ouais, Tchitchikov n'a pas perdu de son talent a priori dans cette deuxième partie. Il est toujours capable d'amadouer, toujours capable de séduire, et de bien des manières différentes à chaque fois, mais ouais, vraisemblablement, flatter l'ego, euh, parler directement. En fait, c'est ça, c'est un peu un caméléon. Il va savoir identifier ce qui va toucher la personne en face, et il utilise ça. Et voilà, il arrive toujours à ses fins, enfin quasiment toujours. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup le principe. Donc du coup, je suis content d'avoir fait cette petite lecture de 10 pages cet après-midi. Comme ça, la prochaine fois qu'on se rencontre, ça sera pour un long live de 40 pages, il me semble. Attendez, je regarde ça. C'est ça. C'est ça. Donc la prochaine fois, ce sera pour 40 pages, donc ça sera assez mastoc. Je vous rappelle qu'il nous reste 3 lives. Je vais continuer jusqu'au live 15 pour nous mener à la fin de l'œuvre. Et une fois qu'on sera à la fin de l'œuvre, on pourra éventuellement commencer la lecture d'Orgueil et Préjugés que vous voyez juste ici, de Jane Austen. Coucou Nils! Ça fait trop plaisir de te voir dans le chat, comment tu vas? Ça faisait longtemps, dis donc, qu'on t'avait pas vu par ici. Je sais même pas si t'es... Ouais, si, c'est ici. T'es déjà venu sur mes lives. Bien sûr que tu es déjà venu. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de te voir par ici. Donc voilà. Je pense avoir dit tout ce que je voulais dire. Tu nous rejoins sur la fin du live parce que j'ai fait un live très très court en fait. Et du coup, ouais, j'estime qu'il nous faudra donc encore 3 lives. On est le 29. Attendez, je vais essayer. Je peux peut-être vous dire un petit peu le programme des jours à venir, tout ça. Même s'il n'y a pas de programme fixe, encore une fois, je vous répète, parce qu'en ce moment, je fais un peu à l'arrache et je fais un peu quand je le sens, quand c'est possible pour moi de faire des lives, quand je suis assez dans le bon mood et ainsi de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est le 29 juin, que je me suis donné la date butoir du 30 juin pour terminer l'écriture de mon livre, en tout cas le premier jet. Donc, cet après-midi, j'ai un texte à écrire, demain, j'ai un texte à écrire, et après, j'ai un troisième texte à écrire qu'il faut que j'arrive à caler. Donc voilà, j'ai encore 3 textes à écrire et j'aurai terminé le premier jet de Pérégrination ou Lettres infinies. Je pense
Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je pense qu'on peut voir la suite des âmes mortes soit vendredi, donc demain, soit samedi. Et puis ensuite, j'espère savoir reprendre un peu ma routine, mais bon, je vous promets rien, pour faire mardi, vendredi 21 h, peut-être de la semaine prochaine. Ce qui ferait que, éventuellement, la semaine prochaine, on pourrait avoir terminé les âmes mortes, avec des gros gros lives de 40 pages à chaque fois, ça va être un peu compliqué, mais bon, il y a peut-être moyen. Disons que ça sera éprouvant. Ce qui fait que, admettons, même si je lisais courant de semaine, pas forcément mardi, vendredi, on peut partir du fait que le 9, donc dimanche prochain, le 9 juillet, je devrais avoir terminé la lecture des âmes mortes. Le problème étant que Orgueil et Préjugés, c'est quand même un bouquin assez long, et moi je sais que je vais avoir 2 semaines sans réseau, enfin 2 semaines, vous savez, comme tous les ans, en été, je me fais 2 semaines où je coupe complètement des réseaux, etc., etc. Et là, ça va être vers fin juillet. Donc, il va y avoir 2 semaines de coupure, donc ça m'embête un peu de commencer Orgueil et Préjugés pour 2 semaines et de faire une coupure directe. Je réfléchis. En même temps, si je le fais 2 semaines, voire 3 semaines de manière assidue, il y a moyen que j'ai fait 5 épisodes. Et 5 épisodes, ça peut faire... ça dépendra des chapitres, mais on dirait... Allez, en temps normal, je lis 30 pages par soir quand ça se passe bien, on va dire. Donc, et puis 40 quand j'ai besoin de terminer un chapitre. Donc admettons qu'il nous faudrait soit 30 x 5, donc 150. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. 150. Soit 40 x 5, donc 200. Donc il y a moyen que je vous lise 150 à 200 pages. Euh, 150 à 200 pages. Combien il y a de pages? Alors attendez, je passe la préface. En plus, il y a une préface de Virginia Woolf, alors j'hésite à vous la lire, j'avoue. Mais bon, on verra sur le moment. Admettons que je ne lise pas la préface, il y aurait... Ouais, c'est quand même assez long, hein. 369 pages, moins 21. Donc 348 pages. 348 pages et je pourrais vous en lire 150-200. Donc en gros, je pourrais vous lire la moitié, quoi. Je pourrais vous lire la moitié, faire une pause de 2 semaines et revenir vous lire l'autre moitié. Bon, j'ai envie de dire, ça se fait en fait. Ça se fait, je pense. J'aime vraiment pas faire des pauses en plein milieu d'une lecture, j'essaie toujours d'éviter ce genre de situation. Et j'arrive en général à bien l'éviter. Mais là, si je voulais l'éviter, il faudrait soit que je fasse des lectures un petit peu complémentaires, on va dire, des lectures que je vais pouvoir caser facilement entre deux lives. Enfin, entre deux lectures, entre deux plus grosses lectures. Donc soit des lectures courtes de nouvelles ou un truc comme ça, mais là je vois pas trop ce que je pourrais vous proposer. Soit de la lecture de théâtre, mais le truc c'est que lecture de théâtre ça fait une session et après terminado. Ou bien je fais juste des lives de gaming et puis je me pose pas de questions. Je sais pas. Si vous avez un avis sur la question, même à la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à le communiquer. Je vais y réfléchir et puis on avisera ensemble, sachant que de toute manière, encore une fois, j'essaie de pas me mettre trop la pression en ce moment parce que, comme je vous le disais, je suis un peu dans une phase compliquée de ma life. Donc voilà, j'ai juste envie de faire quand ça me chante, quand je le sens et ainsi de suite. Bref, comme ça, vous savez à peu près où j'en suis. Et puis merci de votre compréhension. Encore une fois, vous êtes vraiment trop cool depuis mon retour avec moi, c'est trop sympa. Merci Cora, Tanaz et Nils d'être passés, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine si on se revoit pas d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Merci Cora, ça fait plaisir. Allez, des bisous. Bye bye.